final, ça représente combien de projets qui ont été déposés en France? Je pense que Laure le présentera cet après-midi. Il y a eu 11 projets. Voilà. Depuis 2007. Ce qui est quand même pas énorme. Il faut avoir conscience qu'en France, il n'y a pas de crédit de recherche pour l'embryon. Il n'y a pas de financement. Il n'y a pas d'appel d'offres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des appels d'offres de l'Agence nationale de la recherche ou d'autres organismes qui concernent la recherche sur l'embryon. Sur les cellules souches embryonnaires, il y a des fonds, notamment des fonds de fondation, des fonds privés. Mais sur l'embryon, à ma connaissance, enfin, quand on avait étudié ça au comité d'éthique, le problème c'était qu'il n'y avait pas de financement. La deuxième observation qu'on peut faire et qui nous a été donnée par des chercheurs que nous avons auditionnés au comité d'éthique, c'est que le contexte est tellement complexe, tellement difficile, les procédures sont tellement complexes qu'un certain nombre de chercheurs qui souhaiteraient pouvoir faire des recherches sur les embryons dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation n'osent même pas déposer des projets parce qu'ils ne savent pas comment faire et ils pensent que ça ne marchera pas. Donc, bien sûr, l'agence voit un certain nombre de projets, mais nous, la perception qu'on a eue de la situation dans le domaine, c'est qu'en amont, il y a quand même pas mal de difficultés. Je ne sais pas si vous avez des expériences dans le domaine. On a quand même l'impression que on est soupçonné de vouloir mal faire. Je suis un petit peu caricatural. Mais quand je vois le nombre de détails pratiques qu'on nous demande, dont certains sont fondés, mais certains sont un peu excessifs, là, on en est pour une demande d'autorisation à 15 annexes sur les trucs, les circuits de ceci, des flux de gaz et tout ça. Et donc, c'est pas étonnant qu'il y ait un certain nombre d'entre nous soient un petit peu rebutés quand on est obligé de se confronter à ça. Alors moi, je demande un choc de simplification, en fait. Samir Hamama. Moi, j'en dans le même sens que Jean-Paul à l'instant. L'agence annuellement fait un appel d'offres au projet sur une somme soit modérée de l'ordre jusqu'à 40 000 euros. Alors on a posé cette question à l'agence. À partir du moment où l'agence autorise ces projets pour la recherche, je ne vois pas pourquoi on est interdit de postuler pour demander des crédits. Ce qui fait que, comme Pierre Joannet la soulève à juste titre, on est en permanence découragé pour aller... Parce que le crédit, il reste que le fonds privé. Et les fonds privés, je crois, la problématique va être discutée tout au long de cette journée. Donc je ne vois pas pourquoi l'agence ne laisse pas postuler pour un crédit de l'heure où le projet est accepté par la même autorité. Je vais peut-être faire un commentaire là-dessus. Parce qu'effectivement, on a fait partie... Moi, je fais partie du groupe d'experts au début, puis Catherine maintenant, et c'est elle qui en fait partie. La question s'est posée. Alors, il semble que ce soit une question toute bête juridique, qu'on ne peut pas être jugé partie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'agence donne une autorisation, elle ne peut pas en même temps financer. Je crois que c'est assez classique quand même. Mais je suis d'accord que par contre, ça n'enlève rien au problème que, justement, du coup, parce qu'il n'y a quand même pas que les 400 000 euros que distribue l'agence chaque année qui constituent une source de financement pour la recherche. Mais c'est vrai que c'était une partie logique et puis qui est amputée. Et puis le reste, c'est vrai que c'est difficile. Ça, je suis d'accord. Maintenant, alors, ayant déposé, ou moins participé à des projets qui ont été déposés et acquis, je ne trouve pas que ce soit si... Alors peut-être que ça s'est complexifié depuis que j'en ai déposé, mais si compliqué que ça. Je pense que c'est plus un manque d'information. C'est vrai que, pour dire les choses clairement, dans le premier groupe d'experts, on nous a dit à un moment, bon, le conseil d'orientation, il a changé depuis ce temps, je peux en parler facilement, mais le premier conseil d'orientation, il contestait un peu les conclusions du groupe d'experts en disant, après tout, ces experts, ils sont entre eux, c'est des scientifiques, alors évidemment, ils s'autorisent leurs projets, mais nous, alors pendant un moment, il y a des mêmes questions qui demandent leur propre groupe d'experts, ce à quoi nous on a dit, alors là, on ne voit pas à quoi on sert. Et de ce fait, maintenant, il y a eu effectivement ce que j'ai rappelé brièvement, des clauses rajoutées. Il faut vraiment démontrer que la recherche est pertinente, ça semble logique, mais aussi qu'elle ne peut pas être faite sur des modèles animaux, etc. etc. Mais je pense que c'est plus peut-être une méconnaissance des arcanes, des circuits,
une vraie complexité, parce que bon, on sait bien quand on fait des protocoles, il y a aussi des gros dossiers à remplir. Il ne me semblait pas personnellement plus gros que d'autres dossiers. Thank you. I'm Hilde van der Velde from Belgium. Maybe I can comment on the situation in Belgium. So we have two different authorities. You have the Federal Community for Scientific Research, and in this authority you ask for money, so you apply for a grant. And then if you get that grant, you go to the other authority to ask whether you can do that research. So first you get the money and then you do the research, or the vice versa, but if you don't get money, you don't do research. So this is the best way to go. As far as I know, since the law we have since 2003, there are more than 50 projects submitted, and I think only 2 were rejected. But that is because it is very clear in the law what you have to do. The aim, the goals, to cure the infertility, to help with the diseases, what you can do, what you cannot do, that is very clear. So you know in advance what is not going to be accepted. So that is why a very high number of the projects are accepted for research. It's very clear written in the law what you can and what you cannot do. And then we inform the people very well. We give them a booklet. I will show that in my presentation. In that booklet, all these projects are described in very few words, but very easy words people can understand. And people can say yes for one project and no for the other project. So it doesn't mean that if you don't like stem cell research, that you cannot look for an invasive marker, for a non-invasive marker. So you can choose for one project or not. So we make it easy for the patients. And in our country, in my center, 700 people say yes for research. Because they trust us. They see that we follow the law. We are checked every year. We make a report every year. I mean, I have to count all my embryos every year, and I have to say what I use them for. So if you do that, people start to trust you. And then you can do research. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Jacqueline Mandelbaum. Je pense que le don à la recherche en France, il est choisi de façon tout à fait raisonnable par les couples, mais qu'il y a une sous-utilisation des embryons donnés à la recherche. Et est-ce que vous avez une idée de la situation dans les autres pays ? Est-ce que les chercheurs des autres pays ont également une espèce d'autocontrôle sur ce type de recherche ? Parce que si on regarde la littérature internationale, je n'ai pas l'impression que le nombre de publications de recherche sur l'embryon humain préimplantatoire soit très élevé. Il y en a de plus en plus. Donc ça, c'est très clair. Voilà. Mais je pense que c'est aussi lié aux disparités de législation dans les différents pays. Donc il y a pas mal de papiers qui viennent de Chine. Et donc Fu Chuchang va en parler, avec une législation qui est tellement différente où il est possible de créer des embryons. Donc il y a quand même... On voit de plus en plus de papiers qui paraissent. Ça, c'est très clair. Nous, on essaye de simplifier un peu le système, mais on est contraint par la loi. Donc les recherches sont strictement encadrées par la loi, et notamment les conditions matérielles de mise en œuvre des protocoles. Donc c'est pour ça qu'on demande un certain nombre de détails sur les laboratoires, et sur les flux, etc. C'est parce qu'on est contraint par la loi. J'ai à côté de moi mon collègue juriste, je ne sais pas s'il souhaite ajouter un commentaire là-dessus. Mais donc là, pour le coup, on est obligé de faire appliquer la loi. Et en ce moment, le contexte il est un peu tendu, donc on essaye quand même d'être très rigoureux de ce point de vue-là. Oui, non, bonjour. Juste pour compléter effectivement ce que vient de dire Samuel, c'est que effectivement, ce qu'on met dans le dossier de demande d'autorisation, c'est la stricte traduction de ce qu'il y a dans les conditions législatives et réglementaires, et ce qui a été intégré par le législateur depuis 2004 et dans le décret par les ministres de la Santé et de la Recherche. Donc on essaye de faire en sorte, encore une fois, de faciliter le travail des chercheurs et les aider dans la constitution des dossiers. Mais au niveau des conditions, on ne peut pas aller en deçà de ce qui a été fixé par le législateur et dans les différents décrets. Donc malheureusement là-dessus on est contraint, et l'Agence de la biomédecine, pour pouvoir autoriser un protocole de recherche, doit s'assurer du respect de l'ensemble des conditions qui ont été posées et par le législateur et par le pouvoir réglementaire.